Faisant d'une pierre deux coups, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaiba, a mis à profit son séjour en Suisse dans le cadre du Forum des 100 pour visiter l'usine Tridel, spécialisée dans le traitement des ordures ménagères à travers les procédés de la valorisation thermique et électrique. Cette usine comprend un four d'incinération capable de valoriser les déchets, un tunnel ferroviaire long de 3 km qui permet l'acheminement des déchets et une galerie technique qui mène vers la poste de transformation des pierres des plans pour la distribution de l'énergie électrique et thermique à la population. C'est l'énergie des déchets qui est utilisée pour chauffer les bâtiments. Mais forcément, en fonction de la situation, du contexte, on peut faire peut-être plus d'électricité dans certains pays et pas du tout de chaleur s'il n'y a pas besoin. Ou l'inverse, dans certains pays, on peut faire uniquement de la chaleur et pas du tout d'électricité. En général, c'est plus d'électricité que de la chaleur. Par quelques essais, F. Bazaiba a palpé du doigt le fonctionnement de ces engins et s'est servi de ces machines qui transforment les déchets venant de plusieurs endroits à la fois pour un traitement d'ensemble de ces ordures. Regarde, le véhicule vient d'arriver, des lièges, des trucs comme ça qui viennent de alors voilà, il y a une livraison par exemple. Ouais, je viens de voir, oui. Oui, il y a des tuyaux plastiques, ça arrive aussi chez vous, je pense. Oui, beaucoup de déchets industriels, des bâches. Des bâches, des lièges, voilà, du plastique. Il y a des fois. Ces modèles suisses est un exemple à suivre et une expérience reproductible en République démocratique du Congo dans la gestion des ordures en luttant contre l'insalubrité et la prolifération des déchets qui est l'une des menaces dues à l'absence d'une réelle politique de recyclage. La lutte contre le réchauffement climatique est une affaire de tous à Kinshasa. À limiter la vente des arbres à fleurs, un commerce qui de plus en plus capte l'attention des passagers du boulevard Lumumba. Conscient du rôle que jouent ces plantes, Flodé Waiwai, fleuriste, nous partage sa passion pour l'environnement à travers ce fleur qu'il vend. Les fleurs ont une grande importance. C'est pourquoi nous voyons que les gens le sèment. Il y a des fleurs de l'intérieur de la maison et des fleurs pour l'extérieur. On se plaît toujours de la chaleur due au soleil, alors qu'il y a des parcelles qui n'ont même pas d'arbres. Pourtant, avec des fleurs, nous pourrons nous aérer. Ces fleurs incarnent plusieurs valeurs. Elles sont également très prisées dans la médecine traditionnelle. Madame Sylvia ne peut pas se passer de ces ornements. Pour elle, ces plantes qu'elle vient d'acheter trouvent tout leur sens d'existence dans sa maison. Là, j'ai acheté des fleurs pour mettre dans ma maison. Parce que pour moi, les fleurs, les plantes comme ça, c'est vraiment les symboles de la vie. Parce que c'est vivant. Et j'aime beaucoup... ça me détend de prendre soin des fleurs. C'est des plantes intérieures que j'ai achetées parce que ça va être vraiment dans ma chambre, dans les salons, pour faire joli, mais en même temps, ça donne de la vie, de voir des plantes vivantes. Nous les voyons sur les trottoirs des avenues, dans certaines maisons, tout comme dans les bureaux. Pour leurs besoins d'usage, le fleur se distingue d'une à une autre, par leur pays d'appartenance ou d'origine. Sur cet endroit, nous retrouvons des palmiers blancs, une espèce endémique des îles Mascareignes, située à l'est de Madagascar et convoitée pour son adaptation sur les sols congolais. On a des fleurs de l'extérieur, comme le palmier blanc. Ces palmiers qu'on sème par les graines, on les met dans les germoirs où il y fait presque 4 ou 5 mois. On les fait sortir, on les réplique, on les met dans des petits emballages. Au fur et à mesure, il grandit, on les met dans d'autres emballages. Le fleur se présente de différentes sortes, des palmiers blancs, des spatophorum et ingéniants, des fleurs importées et locales. Tous font l'objet des décors et regorgent plusieurs valeurs. En croix ces fleuristes, la plupart des fleurs retiennent la poussière et créent une ambiance de calme, une vraie source d'inspiration. Certaines études sur l'horticulture renseignent que les espaces verts qu'offre le fleur entraînent une baisse des tensions artérielles et réduisent la crispation musculaire. Annie Chamanina n'est pas une paysanne, ni une artiste du secteur de l'agriculture. Mais pour subvenir aux besoins alimentaires de sa petite famille,
elle a aménagé son petit jardin à domicile où l'on peut voir pousser les feuilles de manioc, des patates douces et bien d'autres légumes et produits maraîchers. Je suis ici chez moi où j'ai aménagé mon petit jardin, question de soutenir aussi mon mari. Comme avec ces feuilles de manioc ici, dans la passion alimentaire qu'il me donne, je peux ajouter des produits de mon jardin et préparer mon plat de feuilles de manioc. De son côté, Jiré Moukoko, inspiré par son père, s'est engagé dans le levage des canards, une activité à domicile qu'il exerce aujourd'hui avec passion. Il nous explique ici son quotidien dans cette expérience de l'élevage familial. C'est mon défunt père qui m'a inspiré puisqu'il pratiquait l'élevage familial pour subvenir à nos besoins. Donc, j'ai été initié par lui et commencé à faire la même chose. La première activité consiste d'abord à assurer la propreté, à laver leurs mangeoires, puis à assurer leur alimentation. L'agriculture et l'élevage familial contribuent dans une large mesure à de nombreux objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle associe la durabilité environnementale, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. C'est toujours dans l'optique de soutenir mon mari. La passion alimentaire peut être insuffisante. Au lieu de me casser en 1000 morceaux, j'entre dans mon jardin pour m'approvisionner et nourrir ma petite famille et voir nos visiteurs. Il peut arriver que nous manquons de l'argent, nous prenons un pour notre consommation. Il y a aussi ce que nous vendons à 25 000 francs congolais. Durant la période de fête, j'arrive à réunir jusqu'à l'équivalent de 200 $ américains avec cette activité. D'après plusieurs rapports des Nations Unies, l'agriculture familiale produit plus de 60% des denrées que nous consommons dans le monde, 80% dans les pays du Sud. La revanche du sol sur le sous-sol n'est pas un simple slogan prôné par la vision politique du chef de l'État congolais, mais plutôt un état d'esprit qui doit caractériser tout Congolais dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. La vaccination pour stopper la propagation de la maladie à virus Ebola a débuté le mercredi 13 octobre à Beni, dans la partie est de la République démocratique du Congo, 5 jours après la découverte d'un nouveau cas de cette maladie. Environ 1000 doses du vaccin anti-Ebola et d'autres fournitures médicales ont été livrées à la ville de Goma, province du Nord Kivu, en provenance de Kinshasa, et près de 2000 doses ont été envoyées jusqu'à Beni, près de l'aire de santé de Bouchili, où les cas confirmés a été détecté. Les personnes à risque, parmi lesquelles les contacts du cas confirmé et les premiers intervenants, seront vaccinés dans le cadre d'une action entreprise par les autorités sanitaires pour endiguer la propagation du virus. Le vaccin peut créer un pare-feu de protection autour des cas en rompant la chaîne de transmission, en évitant une potentielle maladie à grande échelle et en sauvant des vies, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé, OMS. On se rappellera que c'est depuis le vendredi 8 octobre que le gouvernement congolais avait annoncé la résurgence d'Ebola dans les territoires de Beni, Nord Kivu, et là où même au début du mois de mai dernier était déclarée la fin de la 12e épidémie de cette fièvre hémorragique. La maladie avait fait sa réapparition en février dans une zone du Nord Kivu, frappée entre août 2018 et juin 2020 par la plus forte poussée des fièvres hémorragiques. Dans toute l'histoire de la maladie à virus Ebola, la RDC a connu 3470 cas d'infection et 2287 morts. C'est ici que sera érigé l'atelier moderne pour la filière hydroélectricité de l'Institut national de préparation professionnelle. La ministre près du président de la République a posé la première pierre de la construction le mercredi 13 octobre dans l'enceinte de l'INPP, direction provinciale de Kinshasa. Représentant ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Manouani Nakwimbanana voit dans ces projets la clé pour maintenir à un état fonctionnel de microcentres hydroélectriques qui seront disséminés à travers le pays. Comment maintenir un bon état fonctionnel des microcentres hydroélectriques qui seront disséminés à travers le pays? La clé est
sans crainte d'être contredit, l'existence d'un personnel qualifié. D'où la nécessité impérieuse de former des techniciens et ingénieurs très pratiques qui soient à la hauteur de leur travail. Construit sur une superficie de 130,6 m², ces bâtiments, dont les travaux dureront 3 mois, abritera des laboratoires en hydroélectricité, des salles de réunion, des matériels didactiques et permettra à l'INPP de former des jeunes dans des filières de l'énergie avec l'objectif opérationnel suivant. Grâce à ces laboratoires, nous allons développer 3 filières. La première filière, ça sera, on va former des techniciens installateurs de microcentrales hydroélectriques. On pourra également former des techniciens en fabrication des micro-turbines. Une turbine, c'est parmi les éléments majeurs dans la constitution d'une microcentrale hydroélectrique. Et la troisième filière, c'est la filière sur l'efficacité énergétique. Par ces projets réalisés en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, l'INPP est dans son rôle d'accompagner l'État dans la formation et la qualification professionnelle. Ce laboratoire contribuera à l'amélioration de la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa et dans les quartiers urbano-ruraux sur toute l'étendue du territoire national congolais. C'est pour cela que l'INPP s'est focalisé sur la filière des énergies renouvelables, tout en commençant par la sélection et la formation d'un noyau de maîtres formateurs. Ces derniers ont élaboré des programmes de formation pour les formateurs ainsi que les stagiaires. Les 10 programmes répondent non seulement à la résolution des problèmes de desserte énergétique, mais aussi et surtout permettent aux jeunes entrepreneurs, en créant des petites et moyennes entreprises spécialisées dans l'installation et la maintenance des panneaux solaires, photovoltaïques. La construction de cet atelier moderne cadre avec le projet promotion des mini et microcentrales hydroélectriques, un partenariat PNUD-INPP qui vise la redynamisation de la filière hydraulique et des énergies renouvelables. Par cette filière, l'Institut national de préparation professionnelle compte promouvoir l'énergie photovoltaïque, hydroélectrique, éolienne, biomasse et géothermique.